Imaginez un instant. Vous êtes président d'un pays riche en pétrole. Vous dirigez l'un des régimes les plus contestés du continent américain. Depuis des années, votre gouvernement est sous sanction internationale. Votre nom est régulièrement cité dans des accusations de corruption et de trafic de drogue. Et puis, un matin, vous disparaissez. Plus de discours, plus d'apparitions publiques, plus de messages officiels. Le silence. Et très vite, une question commence à circuler dans les médias du monde entier. Mais où est passé Nicolas Maduro? Car ce qui s'est passé au Venezuela ressemble à un mélange de films d'espionnage, d'opérations militaires secrètes et de crises géopolitiques majeures. Une opération militaire américaine. Une capture spectaculaire. Un transfert vers les États-Unis. Et aujourd'hui, un ancien chef d'État sud-américain se retrouve derrière les barreaux, à New York. Alors que s'est-il réellement passé? Bienvenue sur l'échiquier politique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité. Tout commence dans la nuit du 3 janvier 2026. À Caracas, la capitale du Venezuela, les habitants sont réveillés par des explosions. Des avions survolent la ville. Des bases militaires sont bombardées. Des infrastructures stratégiques sont ciblées. Pendant plusieurs heures, la confusion est totale. Puis l'annonce tombe. Le président américain Donald Trump affirme que l'armée américaine a capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une opération militaire appelée Opération Absolute Resolve. Selon Washington, cette opération visait à arrêter Maduro pour des accusations de narcoterrorisme et de trafic international de drogue. En quelques heures seulement, Maduro et son épouse sont exfiltrés du Venezuela. Direction, les États-Unis. Un président en exercice capturé par une puissance étrangère. Cela peut sembler irréel. Et pourtant, l'histoire a déjà connu ce genre d'épisode. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir en arrière. En 1989, les États-Unis envahissent le Panama pour capturer le dirigeant panaméen Manuel Noriega. Lui aussi était accusé de trafic de drogue. Lui aussi a été jugé aux États-Unis. La capture de Maduro rappelle fortement cet épisode. Mais cette fois, l'opération est encore plus spectaculaire. Selon plusieurs sources, plus de 150 avions militaires auraient participé à l'opération. Des commandos d'élite de la Delta Force auraient été déployés directement à Caracas. Et en quelques heures, le président du Venezuela disparaît du pays. Mais une question se pose immédiatement. Pourquoi les États-Unis ont-ils décidé d'agir maintenant? Depuis plusieurs années, Washington accuse Maduro de diriger un narco-État. Les autorités américaines affirment que certaines figures du régime seraient impliquées dans des réseaux de trafic de cocaïne vers l'Amérique du Nord. Selon ces accusations, Maduro lui-même aurait participé à ces activités. Ces accusations ont toujours été rejetées par Caracas. Pour Maduro, il s'agit d'un prétexte politique. Mais pour Washington, c'est devenu une justification juridique. Une justification pour lancer l'opération militaire. Mais derrière cette affaire judiciaire se cache peut-être un enjeu bien plus stratégique. Le pétrole. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Oui, même plus que l'Arabie saoudite. Pendant des décennies, cette richesse énergétique a fait du pays un acteur majeur sur la scène internationale. Mais ces dernières années, l'économie vénézuélienne s'est effondrée. Inflation massive. Crise économique. Exode de millions de citoyens. Dans ce contexte, le pétrole reste la ressource la plus stratégique du pays. Et certains analystes estiment que cette crise politique pourrait aussi avoir des conséquences énergétiques majeures. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car la capture de Maduro provoque immédiatement une onde de choc diplomatique. Dans plusieurs capitales du monde, la réaction est immédiate. Certains gouvernements dénoncent une violation du droit international. La Chine critique l'usage de la force. Plusieurs pays d'Amérique latine parlent d'une intervention inacceptable. Mais d'autres dirigeants soutiennent l'opération. L'Argentine, par exemple, voit cette capture comme une victoire contre un régime autoritaire.
L'Amérique latine se retrouve profondément divisée. Et pendant ce temps, Maduro se retrouve dans un endroit très particulier, une prison à New York. Après sa capture, Maduro est transféré vers les États-Unis sous haute sécurité. Selon plusieurs sources, il est d'abord transporté vers un navire militaire américain, puis vers la base de Guantanamo, avant d'être finalement transféré vers New York. Aujourd'hui, il est détenu dans le Metropolitan Detention Center de Brooklyn, une prison fédérale qui accueille régulièrement des détenus dans des affaires internationales sensibles. Le contraste est saisissant. Pendant plus de 10 ans, Maduro dirigeait le Venezuela depuis le palais présidentiel de Miraflores. Aujourd'hui, il vit dans une cellule surveillée 24 heures sur 24. Quelques jours après son arrivée aux États-Unis, Maduro apparaît devant un tribunal fédéral à Manhattan. La scène est historique. Un ancien président sud-américain devant un juge américain. Lorsque Maduro prend la parole, il déclare « Je suis le président du Venezuela et je suis un prisonnier de guerre ». Il rejette toutes les accusations. Il affirme que sa capture est illégale et accuse Washington d'avoir organisé un enlèvement. Mais ce procès pourrait avoir des conséquences bien plus larges. Si Maduro est jugé et condamné aux États-Unis, cela pourrait créer un précédent historique. Cela signifierait qu'un ancien chef d'État peut être capturé et jugé par une puissance étrangère. Pour certains gouvernements, c'est une évolution extrêmement inquiétante. Car aujourd'hui, c'est Maduro. Mais demain, quel autre dirigeant pourrait se retrouver dans la même situation? Pendant ce temps, le Venezuela tente de se réorganiser. La vice-présidente Delcy Rodriguez prend la tête du pays par intérim. Et un processus politique commence à se mettre en place. Les États-Unis et le Venezuela annoncent même la reprise progressive de relations diplomatiques après des années de tension. Une situation qui semblait impensable quelques mois plus tôt. Alors que faut-il vraiment retenir de cette affaire? À première vue, l'histoire pourrait ressembler à un simple épisode spectaculaire de politique internationale. Un dirigeant controversé arrêté lors d'une opération militaire. Un transfert vers les États-Unis. Un procès qui s'annonce long et très médiatisé. Mais en réalité, ce qui se joue dépasse largement le cas personnel de Nicolás Maduro. Car cette affaire révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur l'état du monde aujourd'hui. Pendant des décennies, les relations internationales reposaient sur certaines règles tacites. Les chefs d'État, même contestés, bénéficiaient d'une forme de protection liée à leur statut. Les conflits existaient bien sûr. Les sanctions économiques aussi. Les tensions diplomatiques étaient fréquentes. Mais capturer un président étranger par une opération militaire restait un événement exceptionnel. Aujourd'hui, cette frontière semble beaucoup plus floue. La capture de Maduro pose une question fondamentale. Les règles du jeu international sont-elles en train de changer? Parce que si une puissance peut arrêter un chef d'État étranger et le juger sur son territoire, cela ouvre un nouveau chapitre dans les relations internationales. Pour certains, c'est une avancée dans la lutte contre le crime transnational. L'idée est simple, aucun dirigeant ne devrait pouvoir se cacher derrière son statut pour échapper à la justice. Mais pour d'autres, c'est un précédent dangereux. Car dans un monde où les rivalités entre grandes puissances sont de plus en plus fortes, chaque nouvelle règle peut être utilisée par d'autres. Et c'est là que la situation devient véritablement intéressante. Parce que derrière l'arrestation de Maduro, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a bien sûr la dimension judiciaire. Les accusations de trafic de drogue. Le procès qui se prépare à New York. Mais il y a aussi une dimension stratégique. Le Venezuela est l'un des pays les plus riches en pétrole de la planète. Ses réserves énergétiques sont gigantesques. Et dans un monde où l'énergie reste un levier de puissance essentiel, chaque changement politique dans un grand pays producteur est observé avec attention.
Enfin, il y a la dimension géopolitique. L'Amérique latine a longtemps été considérée comme une zone d'influence majeure pour les États-Unis. Mais ces dernières années, plusieurs puissances, notamment la Chine et la Russie, ont renforcé leur présence dans la région. Le Venezuela était devenu l'un des symboles de cette rivalité. Autrement dit, la chute de Maduro ne concerne pas seulement Caracas. Elle s'inscrit dans une compétition beaucoup plus large entre grandes puissances. Et dans ce type de compétition, chaque mouvement peut provoquer des réactions en chaîne. Un peu comme dans une partie d'échecs. Quand une pièce importante disparaît du plateau, tout l'équilibre peut changer. Les alliances évoluent. Les stratégies se redéfinissent. Et les joueurs commencent à anticiper les prochains coups. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui autour du Venezuela. Certains pays observent avec inquiétude l'intervention américaine. D'autres y voient une opportunité de redessiner les équilibres politiques de la région. Pendant ce temps, le Venezuela lui-même entre dans une période d'incertitude. Car même si Maduro a été capturé, le pays reste profondément divisé. Une partie de la population espère un changement politique. Une autre reste fidèle à l'héritage du chavisme. Et l'avenir du Venezuela dépendra largement de la manière dont cette transition sera gérée. Les prochaines années seront donc déterminantes. Le procès de Maduro pourrait durer longtemps. Les conséquences politiques de sa capture pourraient se faire sentir bien au-delà du Venezuela. Et les réactions internationales continueront d'alimenter le débat sur la légitimité de cette opération. Mais une chose est certaine. Cette affaire marque un moment important dans l'histoire récente de la géopolitique. Elle montre à quel point les équilibres internationaux peuvent évoluer rapidement. Elle rappelle aussi que derrière chaque événement spectaculaire se cache souvent une partie stratégique beaucoup plus complexe. Car dans le monde des relations internationales, rien n'est jamais totalement simple. Les décisions politiques, les interventions militaires et les opérations secrètes sont rarement isolées. Elles s'inscrivent presque toujours dans des stratégies plus larges. Des stratégies où chaque acteur avance ses pions, protège ses intérêts et tente d'anticiper les mouvements de ses adversaires. Et pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut accepter de regarder au-delà des apparences. Observer les rapports de force. Analyser les intérêts en jeu. Et essayer de comprendre comment chaque décision peut modifier l'équilibre global. Parce qu'au fond, la géopolitique fonctionne exactement comme une immense partie d'échecs. Une partie lente, complexe, parfois imprévisible. Mais une partie où chaque mouvement compte. Et pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut apprendre à observer cette partie avec attention. Car le monde est un échiquier. À nous d'en comprendre les coups.